Cessation des hostilités dans la province des Litouri. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Cherimwani, a remis au gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya, la feuille de route signée par les groupes armés qui ont décidé de déposer leurs armes. Et puis, le Gabon vient de se doter d'une raffinerie d'or et d'une zone logistique multimodale. Ces nouvelles infrastructures vont permettre à ces pays d'Afrique centrale de devenir un hub en matière de raffinage d'or. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ces journaux. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. À la tête d'une importante délégation que faisait partie la responsable de la MONUSCO, Bintou Keïta, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé ce mardi 6 juin à la primature. Au cœur des échanges, les questions sécuritaires mais aussi humanitaires d'un côté ont été abordées. Suivez cet élément de Fiston Oleko. À l'issue de cette réunion qui a connu la participation de plusieurs agents de l'ONU, mais aussi quelques membres du gouvernement, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, a fait savoir qu'il y a plusieurs convergences entre la MONUSCO et les autorités de la RDC. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police, et les autres composantes. Également, l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la MONUSCO soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. La question des opérations, des préparations du pré-cantonnement du M23 a aussi été abordée au cours de cette séance de travail. La MONUSCO a affirmé qu'elle va continuer à s'y appliquer très activement. En ce qui concerne les questions humanitaires, ce fonctionnaire international a laissé entendre que la mission onusienne a pris l'engagement de renforcer les plaidoyers en faveur de la RDC auprès des agences humanitaires et des donateurs concernant la crise humanitaire au pays. Nous avons pris l'engagement de renforcer notre plaidoyer auprès des agences humanitaires, auprès des donateurs, dans un contexte difficile, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de crises humanitaires dans le monde, mais la crise humanitaire au Congo mérite une attention spéciale et nous avons pris l'engagement de renforcer ce plaidoyer. Jean-Pierre Lacroix revient de la partie est du pays où il a visité les provinces touchées par l'insécurité et les crises humanitaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, a reçu le gouverneur de la province de Kwango dans son cabinet de travail. Les deux personnalités ont évoqué quelques poches d'insécurité qu'il y a dans cette province, mais aussi les solutions à apporter à cette situation. Suivez cet élément. Vous savez qu'on a parlé du phénomène Mobondo. On est parti de Kwamut. Avant-hier, c'était Bachongo. Et aujourd'hui, dans le territoire de Popokabaka, il était tout à fait normal que le gouverneur, avec les princes, le roi de notre province entourée, sont venus exactement prendre langue avec l'autorité qui s'occupe de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et donc, avec lui, on a échangé autour des pistes de solutions pour que ces dangers qui guettent notre province et toute la République puissent être enrayés. Effectivement, ils sont opérationnels parce que vous avez suivi qu'il y a une semaine, ils ont dû tuer les commandants et d'abord le colonel Abachongo, bienvenue, et ensuite le commandant Berry de Popokabaka et un autre policier dans le secteur de Lofuna. Voilà donc au regard de ces dangers imminents, et les grands chefs Kianfu qui est là, tout comme le grand chef Kianza, le grand chef Kibunda et le grand chef Nzofo, autour du gouverneur, et nous, le caucus, nous les avons accompagnés pour un échange qui s'est avéré très fructueux avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il connaît l'importance de la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas parler du développement.
S'il n'y a pas d'inquiétude, on ne peut pas évoluer. Et surtout que c'est une année dont vous connaissez vraiment les perspectives. Il s'est montré très ouvert et je crois qu'il va agir en tant que responsable de la sécurité. Le Royaume d'Espagne espère une cessation de l'appui du Rwanda au mouvement terroriste M23. Voilà ce qu'a déclaré l'ambassadeur espagnol basé à Kinshasa, Carlos Robles Fraga. C'était à l'issue d'une audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, le mardi 6 juin. Suivez Carlos Gobler. Je voulais voir quelle est un peu la situation avec lui, l'évolution du processus à l'Est et lui expliquer les possibilités de collaboration avec l'Espagne. Pour nous, la stabilité, l'intégrité territoriale de la RDC, c'est un élément essentiel de notre relation avec vous. Nous pensons qu'il faut avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC. Nous appuyons des efforts de plusieurs pays dans ce sens-là. Nous espérons que l'appui du Rwanda cesse le plus immédiatement. Nous espérons qu'il y a une évolution et un respect des accords sur le futur du M23, son cantonnement, comme ça a été accordé. Mais écoutez, nous faisons partie de l'Union européenne, nous sommes partie de l'ONU et nous appuyons à travers les organisations les efforts des uns et des autres pour qu'on arrive à un accord qui respecte les intérêts fondamentaux d'une nation amie comme la RDC, et ça veut dire exactement souveraineté et intégrité territoriale. Pacification et stabilisation de la province de l'Ituri. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwani, a remis au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, la feuille de route portant cessation des hostilités par le groupe armé. C'était en présence du Conseil provincial de sécurité et de jeunes signataires de l'accord de paix et de fin des hostilités en Ituri. Les détails dans cet élément de la presse militaire de l'Ituri. Cessez pour ceux qui s'y sont livrés toute hostilité et toute violence, le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. C'est une lueur d'espoir pour la pacification de l'Ituri. Après le dialogue sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale de 4 groupes armés de l'Ituri qui a tenu ses travaux du 26 mai au 1er juin 2023 en territoire d'Aru, l'heure est à la mise en œuvre de ces protocoles d'accord de cessation des hostilités. Ce mardi, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwani, a remis cette feuille de route entre les mains du gouverneur militaire en présence du comité provincial de sécurité ainsi que ces jeunes révolutionnaires. Acteurs de la société civile, acteurs sociaux et notabilités locales tiennent au respect total de cet accord pour le développement de cette province. Je demande à tous ceux ou celles qui sont encore dans l'idéologie de vouloir rester dans la brousse, de porter encore les armes et de décimer notre population, de rejoindre ce groupe ici de volontaires. L'ère de la guerre est révolue. Nous ne croyons pas que par la guerre, on peut résoudre un problème en Ituri. Nous sommes convaincus que s'il y a cette bonne volonté de toutes les parties prenantes, on peut obtenir la paix que nous recherchons. Soyez respecter de tout ce que vous avez fait comme recommandation. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma-Johnny, a tenu à féliciter l'engagement pris par ces artisans de la paix avant de les inviter à ne pas céder à toute manipulation, d'où qu'elle vienne. Chers jeunes, n'ayez pas peur. Je vous encourage à aller de l'avant. Ne suivez pas ce diable-là, ou ceux-là qui veulent jouer au petit diable. Ne les suivez pas. Arrêtons avec ces images de femmes violées, ces images des enfants tués, ces images des enfants décapités. Arrêtons avec ça. Au regard de plusieurs initiatives de paix mises en place par l'administration militaire depuis son avènement, la paix est permise dans cette partie du pays riche en potentialités, comme voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Arrestation du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Idi. Selon le responsable de renseignement militaire, c'est proche du président de l'ancien gouverneur de la province du Katanga, a détenu illégalement une arme à feu. Une allégation rejetée en bloc par le parti politique Ensemble pour la République qui appelle tout de même le membre de ces partis au calme. Suivez cet élément de Rachel Missenga. Arrêté le 30 mai dernier et détenu dans le locaux de la DEMIAP, les conseillers spéciaux de Moïse Katumbi, Salomon Escadela. Après quelques jours de silence et questionnements sur les causes précises de son arrestation, les services de renseignement a enfin brisé le silence. Le 20 mai dernier, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Kalonda Idi Dela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en plein échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont ramassé et saisi. C'est ce qu'a annoncé les services de sécurité dans une communication lue par le lieutenant-colonel Congo Lingoli Patrick, conseiller juridique de l'état-major du renseignement, c'est lundi. M. Salomon Idi Kalonda Dela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Idi Kalonda Dela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par les éléments de force de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idi Kalonda Dela, étaient en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. L'un des objectifs était de renverser le régime en place. Le parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, a rejeté en bloc toutes ces accusations qu'il qualifie de fantaisistes. Dans un point de presse tenu ce mardi 6 juin 2023 à Lubumbashi, Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général de Ensemble pour la République, a précisé que l'arrestation du conseiller spécial de Katumbi et sa séquestration durant une semaine se sont faites dans la violation de prescrits de la loi. Et il a par la suite précisé que la population devrait garder son calme. À la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée. Là où ceux qui exercent le pouvoir préfèrent accroître la barbarie et envenimer le climat politique d'avant les élections de décembre 2023, allant jusqu'à insinuer qu'un civil armé d'un pistolet imaginaire allait faire un coup d'État pour remettre le pouvoir à un Katanga. Où a-t-on vu ce genre de coups d'État civil pour compte d'autrui? En cas d'un procès unique qui serait basé sur ces griefs fabriqués de toutes pièces, dans l'intention de nuire, les avocats d'Ensemble pour la République ne manqueront certainement pas de faire prévaloir la vérité et de démontrer que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Le peuple congolais a le droit d'être correctement et suffisamment informé de l'incapacité, la méchanceté, les injustices et la volonté de nuire qui caractérisent ces régimes. Nous appelons tous nos cadres et à l'acharnement sur tout ce qui est Ensemble pour la République. Nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants au calme. Cette affaire reste à suivre. Parlons sport à présent, seule la Confédération africaine de football qui peut trancher sur la participation de clubs congolais aux interclubs de la CAF. Voilà ce qui ressort de la dernière réunion entre le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulou, Mwana Kaboulou, et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football. Cette réunion a eu lieu ce mardi 6 juin au cabinet de travail du ministre François Kaboulou à Kinshasa. Blessed Kouzola.
Pas de club désigné jusque-là par la FECOFA pour les interclubs de la CAF. Les vraies et très sensibles questions d'avenir du football congolais étaient en tête de liste des échanges très attendus entre le comité de normalisation de la FECOFA et Claude-François Kabulo Mona Kabulo, ministre des Sports et Loisirs, l'après-midi de ce mardi 6 juin. Du nombre de points traités, l'avenir du championnat national et son format sont encore incertains pour la saison prochaine. Sur ce point-là, nous ne sommes pas allés par 4 chemins, il faut quand même qu'il y ait des réformes. Et nous nous sommes entendus qu'une commission sera mise en place de sorte que l'on définisse le nouveau format du championnat, un format réaliste qui permette à ce que tout le monde joue et que la compétition arrive jusqu'à son terme pour éviter ce qu'on a vécu ces 2 dernières saisons. En parlant du format, une autre question s'est invitée à la table des discussions selon le secrétaire général du CONOR, à savoir la désignation de clubs qui vont représenter les pays aux compétitions interclubs de la CAF. Par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes comme CONOR, nous attendons le règlement. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner, et ça sera fait en temps utile. Selon le patron de l'administration de l'organe fêtier du football en RDC, le classement rendu public le samedi dernier sur base de performances de clubs sur les 4 dernières saisons n'a rien à voir avec la liste de clubs devant jouer la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Le CONOR était étonné de l'apprendre puisqu'elle n'a jamais décidé de la qualification d'un club ou d'un autre, ou de la non-qualification d'un autre club pour les compétitions interclubs d'Afrique. Donc, ce communiqué-là est relatif à 2 échéances importantes dans l'agenda du CONOR. C'est l'Assemblée générale de juillet 2023 et l'Assemblée générale de novembre 2023. Il fallait coûte que coûte qu'on détermine les 12 clubs qui vont venir prendre part à ces assemblées, et c'est la chose qui est faite. Quant au reste, le moment venu, l'opinion sera fixée. Autre sujet au menu, la rencontre entre le Gabon et la République démocratique du Congo comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera le dimanche 18 juin à Franceville au Gabon a été évoquée. Place à présent à la page internationale. Le Gabon a inauguré la zone logistique multimodale de Ngok et la première raffinerie d'or du pays. Grâce à ces infrastructures, le Gabon pourra désengorger le port d'Owendo et faciliter le transit de marchandises d'une part, et d'autre part, le pays d'Ali Bongo pourra raffiner 100% de l'or national. Avec la raffinerie d'or, le pays pourra être transformé en un hub en matière de raffinage d'or en Afrique centrale. Et dans Funda. C'est le président gabonais Ali Bongo Ondimba qui a procédé à l'inauguration de la zone logistique multimodale d'Ngok. D'une capacité mensuelle de stockage de 2000 conteneurs, la zone est constituée d'un quai d'embarquement et de déchargement, d'une aire de stationnement des véhicules, des bureaux administratifs, des matériels logistiques, d'infrastructures de transport routier, ferroviaire et fluvial. Établie sur une superficie de 15 000 mètres carrés, la zone logistique multimodale d'Ngok devrait soutenir le port de Wendo en réduisant le délai d'approvisionnement et d'évacuation des produits nationaux. Par conséquent, grâce à cette nouvelle infrastructure, le Gabon va augmenter et accroître l'efficacité du transport de ses marchandises. En plus de la zone logistique multimodale d'Ngok, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a procédé à la mise en service de la toute première raffinerie d'or du Gabon. Cette usine a une triple vocation: affiner 100% de l'or national, faire du Gabon un hub en matière de raffinage d'or en Afrique centrale, permettre jusqu'à une 3e transformation sur place afin notamment de fabriquer des bijoux made in Gabon. Le secteur touristique de la Tunisie est en constante progression depuis plusieurs mois. Les recettes du secteur ont augmenté de 57,7% sur les 5 premiers mois de 2023 pour atteindre 550 millions de dollars américains.
D'après les données de l'Office national du tourisme, le pays a accueilli près de 3 millions de touristes entre janvier et mai 2023, soit un bond de 89% par rapport à la même période en 2022. Un reportage d'Africa 24. Entre janvier et mai 2023, les recettes touristiques de la Tunisie ont atteint 1,7 milliard de dinars, soit 550 millions de dollars, représentant une hausse de 57,7% comparée à la même période en 2022. D'après les données publiées par la Banque centrale de Tunisie le 2 juin 2023, les chiffres de l'Office national du tourisme tunisien montrent que sur les 5 premiers mois de 2023, le pays a accueilli près de 3 millions de touristes, ce qui représente un bond de 89% par rapport à la même période en 2022 et de 3,3% en 2019. La Tunisie est un pays qui, à l'origine, est touristique et dont les infrastructures et les installations permettent d'accueillir un public international, que ce soit en termes de transport, d'hôtellerie, de sécurité. Aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes dans une période post-Covid et elle progresse simplement pour rattraper le niveau qui était le sien autrefois, puisqu'on sait que la Tunisie était un pays leader dans le Maghreb concernant l'accueil de touristes. Le secteur touristique de la Tunisie se porte bien depuis plusieurs mois. Au terme du premier trimestre de 2023, le pays a accueilli 1,6 million de touristes, soit une augmentation de 96% en glissement annuel d'après le ministère du Tourisme. Selon les prévisions, les recettes touristiques du pays devraient enregistrer sur l'ensemble de 2023 une progression de 27% pour passer de 4,28 milliards de dinars en 2022 à 5,4 milliards de dinars. Le nombre de visiteurs devrait également s'établir cette année à 7,650 millions contre 5,167 millions en 2022 et 1,6 million en 2021. C'est une régulation finalement du niveau de touristes et la Tunisie gagne à avoir encore plus de touristes et de visiteurs puisque je rappelle que c'est un pays qui a su autrefois installer les infrastructures lui permettant de faire du secteur touristique un pan économique important. En Tunisie, le secteur du tourisme représente environ 14,2% du produit intérieur brut et emploie plus de 400 000 personnes. Notons que le pays a lancé en 2022 un projet touristique d'environ 50 millions de dollars dénommé Visite Tunisia. Ce projet qui s'étend sur 5 ans ambitionne d'accueillir 11,5 millions de touristes d'ici les 4 prochaines années et de créer 15 000 nouveaux emplois. Une brève dans ces journaux. Chaque le 7 juin, le monde entier célèbre la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Une occasion pour l'Organisation mondiale de la santé de sensibiliser l'opinion publique, de faire naître l'envie d'agir pour prévenir, détecter et gérer le risque d'origine alimentaire. Car selon l'OMS, 1,5 million de personnes par jour en moyenne tombent malades puisqu'elles ont consommé des aliments impropres à la consommation. L'OMS ajoute également que 340 enfants de moins de 5 ans meurent en moyenne chaque jour de maladies d'origine alimentaire évitables. Une autre façon de vous informer, c'est à travers les différents journaux parus à Kinshasa. Je reçois ici sur ce plateau Patrick Ilunga qui va nous faire la revue de presse. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir Djong Lamba, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Oui, merci d'être là. Une sorte de guerre semble s'installer entre Jean Tiningobila et Godin Boy. Voilà, la presse parue ce mercredi est largement revenue sur ce qui ressemble à un bras de fer entre, d'une part, le président de l'Assemblée provinciale Godin Boy et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila. Et sur ce dossier, Forum des As titre Godin Boy s'en prend à Jean Tiningobila. Selon ce quotidien, alors que les élus de la capitale voient leurs émoluments amputés de 1 450 $ américains le mois, en guise de remboursement de leur Jeep auprès de Afriland First Bank, celle-ci ne recevrait plus rien depuis quelques temps de la part de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et le tabloïd parle d'une guerre sans merci entre les deux personnalités. Et en 48 heures, Godin Boy a adressé 6 correspondances à Jean Tiningobila, écrit Forum des As. Quels sont les dossiers à l'origine de l'IR dont les conséquences se répercutent sur les institutions, s'interroge la prospérité. Le journal revient sur l'affaire Afriland First Bank, mais aussi sur un bruit qu'il existerait des fictifs dans les listings de paye de la ville de Kinshasa.
Selon ce quotidien de ma campagne sur les fictifs évoqués par Godin Poy notamment, il y a lieu de souligner que tous les fonctionnaires de l'administration provinciale de Kinshasa sont engagés par le gouvernement central qui les met à la disposition de la ville. Donc, Jojo Mulamba, vous voyez bien que cette affaire n'a pas encore livré toute sa vérité. Et puis, Félix Tshisekedi veut un environnement des affaires assaini et attractif. Voilà, c'est la manchette du tabloïd Géopolis. Le journal a écrit sur la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête du baromètre national sur le climat des affaires. Alors, il ressort de ce rapport que le climat des affaires en RDC est en train d'être amélioré. Ayant pris la parole, le chef de l'État a salué la qualité du travail abattu par le baromètre national sur le climat des affaires. Le chef de l'État a exhorté notamment chacun à jouer sa partition pour un environnement des affaires assaini et attractif en faveur notamment des partenaires étrangers, écrit le journal citant le président Tshisekedi. Et puis on va boucler avec le FARDC qui se dresse en rempart contre le Mobondo au Congo central. Voilà, c'est à Kimvula, territoire à 360 km à l'est de Matadi. Le journal Tempête des Tropiques fait savoir qu'une frayeur gagne petit à petit le terrain, engendré notamment par le conflit orchestré par la milice Mobondo. La milice Mobondo qui a secoué Kwamount, mais cette milice-là est en train, la milice Mobondo qui a secoué Kwamount prend de plus en plus de forme à Kinshasa, mais aussi dans le Congo central. Pour faire face à cette situation, des militaires de la 3e compagnie de bataillon des forces multinationales d'Afrique centrale ont été déployés dans ce territoire du Congo central. Voilà tout, Jojo Mulamba. Merci beaucoup Patrick Ilunga pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, c'est par cette revue de presse que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. Cessation des hostilités dans la province des Lituri. Les commandants de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwani, a remis au gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya, la feuille de route signée par les groupes armés qui ont décidé de déposer les armes. Et puis, on a parlé du Gabon qui vient de se doter d'une raffinerie d'or et d'une zone logistique multimodale. Ces nouvelles infrastructures vont permettre à ces pays d'Afrique centrale de devenir un hub en matière de raffinage d'or. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. L'information continue dans son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.